Tu te demandes quelle Filipina est la meilleure pour toi. Mais avant de répondre, je dois te poser une autre question. Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Je m'appelle Marianne May. J'ai grandi à Cebu City, deuxième de 5 filles d'une institutrice et d'un maçon. J'ai étudié la sociologie, travaillé 7 ans comme assistante sociale et j'écris depuis 4 ans sur les relations entre Philippinas et hommes étrangers. Pas par théorie, mais parce que je connais ces histoires. Je connais les femmes qui les vivent. Je connais Maribel, je connais Patricia, je connais Nena. Et je connais François. François Lemaire avait 63 ans quand il est arrivé pour la première fois à ce but. Commissaire de police retraité de Marseille, 36 ans de service, dont les 10 dernières années à la direction de la brigade des affaires économiques. Divorcé 2 fois, la première à 40 ans, la deuxième à 55. Un fils adulte, Julien, qui vivait à Lyon et appelait rarement. François était l'homme qui sait tout sur les intentions des autres et qui ne sait plus rien sur les siennes. Il avait passé des décennies à lire les gens avec méfiance professionnelle, et la méfiance avait fini par coloniser tout le reste. Son collègue de retraite, Bernard, lui avait parlé des Philippines depuis des années. Bernard y allait 2 fois par an depuis qu'il avait rencontré sa femme Cécile à Dumaguete. Il disait à François, c'est un endroit où les gens parlent pour te parler, pas pour te soutirer quelque chose. François était méfiant. Il alla quand même. Dans les 4 mois qui suivirent, il rencontra 3 femmes qui changèrent sa façon de voir la confiance, l'amour et lui-même. Je commence par Maribel. Maribel Fuentes avait 31 ans quand François la rencontra. Elle travaillait comme aide à domicile chez une société de cosmétiques français installée à Sébu. Un couple avec 2 enfants en bas âge. Elle s'occupait de la maison, des enfants, des courses, du quotidien. 5 jours par semaine, parfois 6. Elle envoyait de l'argent à sa mère chaque mois, une somme fixe, prévisible, inscrite dans son budget comme une ligne de loyer. François la rencontra lors d'un dîner chez la famille française. Il la connaissait de Paris, vaguement. Maribel servait les plats, disparaissait en cuisine, revenait. À un moment, François était dans la cuisine à chercher de l'eau et ils se retrouvèrent face à face. François dit « Je ne voulais pas déranger ». Maribel dit « Ce n'est pas un dérangement. Vous voulez de l'eau froide ou fraîche ?» François dit « Fraîche ». Elle lui tendit un verre. Ni sourire exagéré, ni gêne, ni subordination. Juste, voilà votre eau. Le lendemain, il lui parla au marché. Elle faisait ses courses pour la famille. Il lui demanda si elle aimait son travail. Elle dit « J'y suis bonne, et ça me permet de soutenir ma famille. » C'est un travail honnête. François, l'ancien commissaire, chercha la faille dans la réponse. Il n'en trouva pas. C'était simplement vrai. Maribel avait une sœur qui finissait ses études d'infirmière à Manille. Son frère construisait une maison à Samar avec l'argent qu'elle lui envoyait depuis 3 ans. Elle-même avait un compte épargne et un plan, dans 2 ans, avoir assez pour ouvrir un petit commerce à Samar. Elle savait quoi vendre, des produits locaux, du poisson séché, des conserves. Elle avait déjà le nom du commerce dans la tête. François lui demanda un jour « Vous comptez rester longtemps ici ?» Elle dit « Jusqu'à ce que j'ai assez pour partir ». Pas de l'amertume dans cette phrase, une arithmétique simple. La vie comme un projet, dont on suit les étapes. Ce que François comprit en connaissant Maribel, c'est que le travail domestique n'est pas une identité, c'est une phase. Pour les femmes qui font ce choix dans le contexte philippin, c'est souvent une étape calculée d'un parcours plus long. Maribel n'était pas quelqu'un qui attendait d'être sauvée. Elle attendait d'avoir assez épargné. Ce sont 2 choses radicalement différentes. L'homme qui aime Maribel ne sauve pas Maribel. Il marche à côté d'elle pendant qu'elle avance. Et il comprend que la famille à Samar fait partie de qui elle est, que l'argent envoyé chaque mois n'est pas une obligation qui finira un jour, mais l'expression d'une valeur qui ne finit pas, l'outrang naloub, la dette intérieure de gratitude envers ceux qui vous ont porté. Voilà maintenant Patricia. Patricia Buenaventura avait 25 ans et était en master de communication à l'université de San Carlos. François la rencontra lors d'une soirée organisée par Bernard et Cécile dans leur maison à Banilade. Patricia était amie avec la fille de Cécile, elle était venue pour la soirée, et quand Bernard présenta François, elle lui serra la main. Vous étiez commissaire? À Marseille? Je viens de lire un article sur la corruption dans les polices municipales françaises. C'est un problème systémique ou une question de culture institutionnelle selon vous? François s'arrêta. Personne ne lui avait posé cette question depuis sa retraite. Il dit les deux, je vous explique. Ils passèrent 1 heure à parler de la sociologie des institutions policières, de la différence entre corruptions organisées et corruptions opportunistes, de l'impact des politiques de performance sur les comportements individuels. Patricia prenait des notes mentales visibles, elle reformulait, contre-argumentait, citait des chercheurs que François ne connaissait pas. À un moment, elle dit « En fait, ce que vous décrivez ressemble beaucoup à ce que Bourdieu appelle l'habitus institutionnel. Avez-vous lu sa sociologie du champ ?» François dit qu'il avait lu Bourdieu il y a longtemps, pas assez sérieusement. Patricia dit « Je vous envoie un article », il l'aida. Le lendemain, l'article était dans sa boîte mail avec un mot
au cas où vous auriez le temps, sans pression. Patricia était quelqu'un qui pensait à plein régime et qui s'attendait à ce que les gens autour d'elle en fassent autant. Elle ne condescendait pas, mais elle ne ralentissait pas non plus. Si vous ne suiviez pas, c'était votre problème à résoudre, pas le sien à corriger. François a passé 36 ans à être à l'homme qui sait, et pour la première fois depuis longtemps, il était face à quelqu'un qui en savait autant que lui sur certaines choses, et différemment. C'était déstabilisant, c'était vivifiant. Patricia avait un projet professionnel précis, monter une agence de communication spécialisée dans les campagnes de sensibilisation pour les ONG. Elle voulait rester aux Philippines, non par manque d'ambition, mais parce que c'est là que les besoins étaient, et que c'est là qu'elle voulait travailler. Elle parlait de son pays avec l'attachement de quelqu'un qui connaît ses défauts et l'aime quand même. Elle dit à François un soir: Les gens pensent que vouloir rester ici, c'est un manque d'ambition. C'est le contraire. C'est choisir de faire les choses difficiles là où elles sont difficiles, plutôt que d'aller là où c'est plus facile, parce que tout est déjà construit. François lui dit: J'aurais dû penser comme ça à 25 ans. Patricia dit: Vous avez peut-être pensé comme ça, mais la vie a décidé autrement. François dit: Peut-être. Ils se revirent plusieurs fois. Il y avait quelque chose entre eux, une électricité intellectuelle, une curiosité mutuelle. Mais Patricia avait 25 ans et François 63, et Patricia, en dehors de leur conversation, avait une vie entière à construire. François était assez honnête pour comprendre que son rôle dans cette vie serait au mieux celui d'un interlocuteur exceptionnel, pas d'un compagnon de voyage à long terme. Cela aussi est une forme de respect. Et voilà Néna, Elena Tabing, Néna pour tout le monde, avait 39 ans et vivait à Dalaguette, un village côtier au sud de Cebu. Elle était la petite sœur de la femme de Bernard, et Bernard avait dit à François, avec l'air de ne pas y attacher d'importance: Tu devrais aller voir Dalaguette. Il y a un marché le samedi matin qui vaut le déplacement. Et la petite sœur de Cécile y tient un comptoir de poissons. François prit le bus un samedi. Le marché était à l'air libre sur la place principale, sous des bâches colorées, avec des vendeurs qui criaient les prix en cebuano et des femmes qui marchandaient avec le sérieux de négociatrices expérimentées. Il trouva le comptoir de Néna, 2 tables couvertes de poissons frais et d'une sélection de produits marinés dans des bocaux faits maison. Néna le vit s'approcher et dit directement, en anglais: Bonjour, vous cherchez quoi? François dit: Je regarde. Elle dit: Regardez. Elle continua de servir une cliente sans s'occuper de lui. François passa 20 minutes au comptoir, examinant les bocaux, posant des questions sur les différentes préparations. Néna répondait, concise, précise, sans fioriture. Elle lui expliqua que le poisson mariné dans le vinaigre de coco était une recette de sa grand-mère, que le quinilos se mangeait frais le jour même, que le daim au sel devait sécher 2 jours au soleil. Elle parlait de son produit comme quelqu'un qui le respecte. François acheta plusieurs bocaux. Nena les emballa, prit l'argent, rendit la monnaie exacte. Elle dit: Si vous restez à Dalaguette, revenez, j'ai du la plus frais le dimanche. Il resta. Il revint le dimanche et le dimanche suivant. Et petit à petit, le comptoir de poissons devint le prétexte, et la conversation devint la raison. Nena avait fait des études de comptabilité à Sbu, avait travaillé 3 ans dans une société d'import-export, avant de rentrer à Dalaguette quand son père était tombé malade. Elle dirigeait maintenant le comptoir, qui appartenait à sa famille depuis 2 générations, et s'occupait de la comptabilité de plusieurs petits commerces du village. Elle avait un ordinateur portable, un abonnement à un logiciel de gestion et un client à Manille qu'elle conseillait à distance. Néna n'était pas la province comme image d'Épinal. Elle était la province comme choix informé. Ce qui frappait François chez Zéna, ce commissaire qui avait passé sa carrière à détecter les mensonges, c'était l'absence totale de stratégie dans son comportement. Elle ne cherchait pas à lui plaire, elle ne construisait pas une image. Elle était là, au marché, dans son tablier, avec ses bocaux et son registre, et elle était entière. Pas de performance, pas de façade. Juste elle-même, dans son contexte, faisant ce qu'elle avait choisi de faire. François dit à Bernard un soir: Tu sais ce que j'ai mis des années à comprendre en tant que flic? Le vrai signe que quelqu'un ne ment pas, c'est qu'il ne cherche pas à convaincre. Les menteurs construisent des arguments. Les gens vrais se contentent d'être là. Nona. Bernard dit: C'est pour ça que Cécile et moi sommes ensemble depuis 12 ans. Il y a une chose que je veux dire sur les femmes de province, parce que je l'entends mal interprétée trop souvent. Certains hommes pensent que la femme de province est simple, parce que tu vois ce qu'elle vit simplement, c'est une erreur. Nona gérait 3 entreprises, entretenait une maison, s'occupait d'un père vieillissant et participait au conseil de la coopérative de pêcheurs du village. Elle n'était pas simple. Elle était complexe dans un contexte qui ne valorisait pas la complexité ostentatoire. Ce qui la rendait directe, c'était sa relation à la réalité concrète. Quand le bateau revient sans poisson, il n'y a pas de poisson. Quand le père est malade, quelqu'un doit prendre soin de lui. Quand la comptabilité ne balance pas, il faut trouver où.
Cette vie forme une sorte de radicalité de la présence. Être là, faire ce qui doit être fait sans abstraire le problème jusqu'à ce qu'il disparaisse. François, qui avait passé sa vie à abstraire les problèmes en procédure, en protocole, en dossier classé, ressentait auprès de Nena quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance. Sentiment que ce qui comptait était ici, maintenant, dans ce marché, avec cette femme et ses bocaux de poissons marinés. Pagma Mahal, la pratique quotidienne de l'amour, il la trouvait chez Nena dans les détails. Elle lui avait mis de côté du lapu-lapu une semaine qu'il n'était pas venu, en disant « Je savais que vous reviendriez ». Il avait dit « Comment vous le saviez ?» Elle avait dit « Parce que vous avez posé des questions sérieuses sur le Kinila. Les gens qui posent des questions sérieuses reviennent. » Ce n'était pas de la coquetterie, c'était de l'observation. François revint, il revint souvent. Et Nena, à chaque fois, était là, au comptoir, dans son tablier, avec sa précision et son absence totale de performance. Voilà maintenant ce que je vous dis sur les trois. La question qui est posée dans le titre de cette histoire, quelle Philippina est la meilleure pour toi? Est la mauvaise question. Et je dis pourquoi? Maribel, Patricia, Nena ne sont pas des catégories. Ce sont des personnes avec un loop, un centre intérieur que vous ne pouvez atteindre que si vous vous approchez avec respect. Le loop n'est pas visible de l'extérieur. Il ne se révèle pas au premier rendez-vous. Il s'ouvre quand on lui en donne la raison. La vraie question est, êtes-vous capable d'être là suffisamment longtemps, avec suffisamment d'honnêteté pour que le loop s'ouvre? François l'était. Il avait 63 ans, 2 divorces et 36 ans d'une méfiance professionnelle qui lui avait mangé une partie de la vie. Mais il avait aussi appris, au fil de sa carrière, à reconnaître la vérité quand elle était là. Et ce qu'il voyait chez Nena était vrai. Il revient à Dalaguette 4 fois par an maintenant. Il a aidé Nena à moderniser la comptabilité de la coopérative de pêcheurs. L'expérience en en affaires économiques s'est avérée utile d'une façon qu'il n'avait pas anticipée. Nena lui a appris à reconnaître le poisson frais du poisson, de la veille au toucher. Ce sont deux personnes qui ont quelque chose à donner l'une à l'autre. C'est ça, la meilleure définition d'une relation que je connaisse. Je m'appelle Marianne May. Et la prochaine fois que vous vous demandez quelle Philippina est la meilleure pour vous, posez-vous d'abord la question suivante. Quelle version de vous-même êtes-vous prêt à amener avec vous? Parce que c'est à cette version-là que la bonne femme répondra. Merci de m'avoir écouté. Je veux maintenant aller plus loin dans ce que j'ai seulement effleuré sur chacune de ces femmes, parce que la surface n'est jamais l'histoire courte. Commençons par ce que Maribel m'a dit une fois. Lors d'une conversation que nous avons eue dans un café à La Hougue, nous avions un ami en commun et nous nous étions retrouvés à parler pendant 2 heures, comme si on se connaissait depuis longtemps. Elle m'a dit: les hommes étrangers pensent souvent qu'une femme comme moi a besoin d'être sauvée. Alors ils arrivent avec quelque chose à offrir, un visa, de l'argent, un avenir ailleurs. Et moi, j'ai un plan. J'ai un compte épargne, j'ai une sœur infirmière et un frère qui construit une maison. Je n'ai pas besoin d'être sauvée, j'ai besoin d'être vue. Ce mot, vu, est revenu dans presque toutes les conversations que j'ai eues avec des Philippinas sur le sujet des hommes étrangers. Pas aimé, pas protégé, pas admiré. Vu. Être vu pour qui on est, pas pour le rôle qu'on joue, pas pour la catégorie qu'on représente. Marie Belle représente aux yeux de certains hommes la catégorie domestique, servante, dépendante. Ce n'est pas qui elle est. Qui elle est, c'est une femme qui a fait un calcul économique précis, qui l'assume sans honte et qui construit quelque chose de réel avec ce qu'elle a. L'homme qui la verrait pour ça, pour la clarté de sa vision, pour l'honnêteté de son rapport à l'argent et à la famille, cet homme-là mérite sa confiance. L'homme qui viendrait avec l'intention de la sortir de sa situation ne comprend pas grand-chose. Parce que la situation n'est pas un piège dont elle cherche à s'échapper. C'est une phase qu'elle traverse vers quelque chose qu'elle a elle-même dessiné. Voilà ce que Maribel m'a appris sur le respect. Patricia m'a appris quelque chose de différent. Je l'ai vue quelques semaines après la soirée chez Bernard et Cécile. Nous nous sommes retrouvés par hasard dans une librairie. Elle cherchait un livre sur les méthodes d'enquête qualitative. Je cherchais quelque chose pour une amie. Nous avons parlé 1 heure debout dans les rayons. Patricia m'a dit: je trouve que les hommes étrangers qui viennent ici soit me sous-estimant, soit, quand ils comprennent que je suis sérieuse, ils deviennent intimidés et s'éloignent. Il y en a peu qui restent là et disent: continue, je t'écoute. Je lui ai demandé si François avait fait partie de ceux qui restaient. Elle a ri, elle a dit oui, et ça m'a surprise. Un homme de 63 ans, ancien flic, qui s'assoit et écoute une fille de 25 ans lui parler de Bourdieu, sans chercher à prendre le dessus. Sans chercher à me ramener à un sujet où il serait l'expert, il écoutait parce qu'il voulait comprendre. Ça, c'est rare. Ce que Patricia cherche dans une relation, si elle devait articuler, c'est un interlocuteur. Quelqu'un qui pense avec elle, qui la challenge sans la réduire, qui est curieux de ce qu'elle construit plutôt qu'inquiet de ne pas en faire partie. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui la guide. Elle guide déjà sa propre vie très bien. Elle a besoin de quelqu'un qui marche à côté.
pour l'homme qui peut faire ça, qui peut mettre de côté son besoin d'être l'homme qui sait, et simplement être l'homme qui veut apprendre. Patricia est une compagne extraordinaire. Elle est loyale avec l'intensité de quelqu'un qui a choisi. Elle est drôle avec la précision de quelqu'un qui pense vite. Et elle prend soin des gens qu'elle aime avec cette forme de malazakite intellectuelle. Elle envoie des articles, des références, des idées. Elle pense à vous quand elle lit quelque chose qui vous concerne. C'est sa façon de dire «jetez dans la tête» et ça me convient. Et Nena m'a appris ce que j'appelle la beauté de la constance. Je suis allée à Dalaguet une fois pour une enquête sur les coopératives de pêcheurs. C'est là que j'ai rencontré Nena, avant même qu'elle rencontre François. Je l'ai vue travailler et j'ai compris quelque chose immédiatement. Cette femme ne change pas de visage selon les circonstances. Au marché avec ses clientes, avec son père à la maison, avec les hommes du conseil de la coopérative, elle était la même. Directe, précise, sans surplus. Pas de masque professionnel, pas de masque social, pas de masque féminin. Juste elle partout. C'est épuisant de jouer des rôles. La plupart des gens en jouent plusieurs par jour, professionnels, parents, enfants, amoureux, en adaptant leur ton, leur posture, leurs mots. Nona n'en jouait pas. Pas par manque de nuances, mais parce qu'elle n'avait pas besoin de se protéger derrière des masques. Elle était assez solide en elle-même pour être la même partout. Cette constance, quand vous la rencontrez, est déstabilisante. Parce que vous êtes habitué à des gens qui vous montrent ce qu'ils pensent que vous voulez voir. Et Nénaz vous montre ce qui est. C'est à prendre ou à laisser. François l'a pris. Il m'a dit une fois, nous avons parlé lors d'un dîner chez Bernard. Après 36 ans à la police, j'ai développé un instinct pour les gens. Et les gens qui ne calculent pas, qui sont simplement là, ce sont eux qui m'impressionnent le plus. Parce que ça demande une forme de courage que beaucoup de gens n'ont pas. Le courage de ne pas avoir de stratégie. Nena n'avait pas de stratégie. Elle avait du lapu-lapu et une comptabilité exacte et un père à soigner. Elle avait un loub clair et constant. Et elle avait ouvert ce loub à François progressivement, avec la lenteur de quelqu'un qui sait que la précipitation coûte cher. Malasakite, la fursorge proactive, le fait de prendre soin sans qu'on le demande, Nena l'exprimait dans les petites attentions concrètes. Elle lui avait mis de côté ce lapu-lapu. Elle avait demandé à François, la semaine où il ne se sentait pas bien, si le gingembre lui ferait du bien, sans attendre sa réponse. Elle lui en avait préparé un extrait. Elle se souvenait de ce qu'il lui avait dit la semaine précédente et y revenait la semaine suivante. Ce n'était pas de la servitude, c'était de l'attention. La différence est fondamentale. Je veux maintenant dire quelque chose d'honnête sur les limites de cette histoire. J'ai présenté 3 femmes, une aide à domicile, une étudiante, une femme de province, comme si elles représentaient 3 expériences distinctes et également valables, c'est vrai. Mais je dois aussi dire que toutes les femmes dans ces situations ne sont pas Maribel, Patricia ou Nena. Il y a des femmes qui ont souffert et qui cherchent une sortie. Il y a des femmes qui ont été blessées et qui se méfient. Il y a des femmes qui ont appris, par expérience, à se protéger en montrant ce que l'autre veut voir. Ces femmes-là sont pas moins méritantes. Elles sont plus fragiles, ce qui n'est pas la même chose. Et l'homme qui vient avec sincérité peut parfois tomber sur cette fragilité et ne pas savoir quoi en faire. Il peut confondre la protection avec la manipulation, la peur avec la froideur, la distance avec l'indifférence. Ce que je dis, c'est que vous avez besoin de temps, de présence, d'une qualité d'attention qui n'est pas pressée d'arriver à une conclusion. La Filipina que vous cherchez ne se révèle pas dans une semaine. Elle se révèle dans la durée, dans la répétition, dans la confiance construite coup par coup. François l'a compris à son 3e voyage à Dalaguet. Il a compris que Nena ne lui cachait rien. Elle lui ouvrait simplement les portes l'une après l'autre, parce que c'est comme ça qu'elle faisait confiance. Pas tout en une fois. Une porte, puis une autre. Il a attendu. Non pas passivement, en revenant, en apportant quelque chose à chaque fois, en montrant sa constance à lui. Capoi, l'unité du soi avec l'autre, ça se construit. Ça ne s'éclaire pas. Je m'appelle Marianne May. Et je vous dis aujourd'hui que la meilleure Filipina pour vous n'est pas une catégorie. C'est une femme spécifique, dans un contexte spécifique, qui vous voit spécifiquement et à qui vous permettez de le faire en étant vous-même. Allez à Sébu, allez à Dalaguet, allez au marché du samedi, posez des questions sérieuses sur le Kinilo. Et si quelqu'un vous dit « les gens qui posent des questions sérieuses reviennent », revenez, merci. Je veux terminer cette histoire avec une scène que Nena m'a décrite elle-même, parce qu'elle dit mieux que tout ce que j'aurais pu expliquer. C'était un dimanche matin, un des dimanches de François à Dalaguet. Il n'y avait pas de marché ce jour-là, le marché est le samedi. Alors Nena avait proposé qu'ils aillent en bateau voir le récif corallien au large. Le père de Nena, qui allait mieux, s'était joint à eux avec un voisin. Ils étaient partis à 4 heures du matin, dans l'obscurité, avec une lampe torche et du riz gluant dans une feuille de bananier que Nena avait préparée la veille. Dans le bateau, dans le noir avant l'aube, personne parlait beaucoup. Le père de Nena fumait sa cigarette, le voisin vérifiait son filet, Nena tenait la barre.
François était assis à l'avant et regardait l'horizon qui blanchissait imperceptiblement. À un moment, le père de Néna dit quelque chose en céboano. Néna traduit pour François. Il dit que vous regardez la mer comme quelqu'un qui n'en a pas souvent vu. François dit c'est vrai. À Marseille, on a la Méditerranée, mais on l'oublie parce qu'elle est toujours là. On arrête de la voir. Néna traduit. Le père rit. Il dit autre chose. Néna traduit. Il dit que c'est la même chose avec les gens qu'on aime. On arrête de les voir parce qu'ils sont toujours là. Alors on part. Et on revient. Et on les voit de nouveau. François fut silencieux. Puis il dit votre père est sage. Néna dit il fume trop et se lève trop tôt. Mais oui, voilà l'histoire que je vous laisse. Une mère qu'on arrête de voir parce qu'elle est toujours là. Des gens qu'on arrête de voir parce qu'ils sont toujours là. Et le fait de partir et de revenir qui restitue la vision. Les Philippines, Font ça, elles vous redonnent la vision. pas par magie, par la qualité de présence des femmes qui y vivent. Des femmes qui ne vous demandent pas de les trouver extraordinaires. Elles vous demandent de les voir. Marie-Belle qui dit « Je n'ai pas besoin d'être sauvée, j'ai besoin d'être vue ». Patricia qui envoie un article à 3 heures du matin parce qu'elle pensait à vous. Néna qui met du lapu-lapu de côté parce qu'elle savait que vous reviendriez. Ce sont 3 façons d'être vue et de voir en retour. Laquelle vous correspond, je ne sais pas. Vous seul le savez. Mais ce que je sais, c'est que la réponse se trouve dans la question « Qui êtes-vous » vraiment quand personne ne vous observe. C'est cette personne-là que les Philippinas rencontrent. Pas le personnage que vous construisez, pas l'image que vous projetez. La personne que vous êtes le matin dans un bateau à 4 heures dans le noir, avant que la mer soit visible. Cette personne-là, si elle est honnête, trouvera ce qu'elle cherche. Je suis Marianne May. Et Dalaguette existe vraiment. Le marché du samedi aussi. Et si vous posez des questions sérieuses sur le Kinilo, quelqu'un vous mettra peut-être du lapu-lapu de côté pour la semaine suivante. C'est le début de tout. Merci d'être resté jusqu'ici. Il y a une dernière dimension que je n'ai pas encore abordée et elle est importante, ce que ces 3 femmes attendent, elles. Pas ce qu'elles acceptent, pas ce qu'elles endurent, ce qu'elles attendent d'un homme qui mérite leur confiance. Marie-Belle attend qu'on respecte son projet. Elle ne demande pas l'admiration. Elle demande que son plan soit pris au sérieux. Si vous lui dites « tu n'as pas besoin de travailler, je m'occupe de tout », vous avez raté quelque chose d'essentiel. Son travail n'est pas un problème à résoudre, c'est une décision qu'elle a prise avec sa tête et son cœur. L'homme qui la respecte dit « tu as un plan, je t'écoute, et je cherche ma place dans ce plan, pas à côté de lui, en le piétinant ». Patricia attend qu'on soit à la hauteur, pas forcément intellectuellement, mais présent, disponible. Elle attend que vous lisiez l'article qu'elle vous envoie à 3 heures du matin, que vous veniez avec une question, que vous restiez curieux. Si vous faites semblant d'être intéressé pour paraître séduisant, elle le verra. Parce que Patricia distingue entre la curiosité réelle et la performance de la curiosité. La vraie curiosité pose des questions dont elle ne connaît pas encore la réponse. La performance répète les réponses qu'on a déjà. Et Néna attend que vous soyez là. Vraiment là, au sens physique du terme, avec votre corps, votre attention, votre temps. Elle n'a pas besoin de déclaration. Elle a besoin de présence régulière, de constance, de quelqu'un qui revient. Pas parce qu'il doit, parce qu'il veut. Il y a une nuance dans le retour de François qui ne lui a pas échappé. Il ne revenait pas par obligation. Il revenait parce que Dalaguette lui manquait dès qu'il repartait à Marseille. Nena n'a pas demandé si elle lui manquait. Elle l'a vu dans la façon dont il regardait le marché du samedi. Ce sont 3 attentes différentes. Et toutes les 3 sont profondément ancrées dans la même valeur. Être traité comme une personne entière, pas comme une partie d'une équation. La Philippina qui vous aime ne veut pas être votre Philippine. Elle veut être elle-même, avec vous à côté. C'est la différence entre une relation et un fantasme. J'ai écrit sur beaucoup de couples mixtes. Certains durent, d'autres non. Ceux qui durent ont une chose en commun, les 2 personnes ont accepté la réalité de l'autre. Pas l'image, pas le désir. La réalité, avec ses complications, ses vieilles dettes de gratitude, ses familles à Samar et à Marseille, ses ambitions qui ne correspondent pas toujours aux attentes de l'autre. La réalité de Marie-Belle inclut 30 000 pesos mensuels à Samar. La réalité de Patricia inclut un master qui dure encore 2 ans et un projet professionnel aux Philippines. La réalité de Néna inclut un père vieillissant, un comptoir de poissons et un conseil de coopérative. L'homme qui dit « j'accepte ça, ça fait partie de la femme que j'aime ». Cet homme a compris quelque chose d'essentiel. L'homme qui dit « on verra comment ça évolue en espérant que ces contraintes disparaissent avec le temps ». Cet homme n'a pas encore compris. Je dis ça sans jugement. Je le dis parce que c'est la vérité et parce que la vérité rend service. François a compris. Pas tout de suite, il m'a dit lui-même qu'à ses premiers voyages, il pensait encore en termes d'obstacles et de solutions, anciens réflexes professionnels. Mais progressivement, au fil des marchés du samedi et des dimanches en mer, il a appris à ne plus voir la vie de Néna comme quelque chose à gérer. Il l'a vue comme quelque chose à rejoindre. C'est peut-être la définition la plus simple que je connaisse de l'amour dans le contexte dont je vous parle.
Arrêter de vouloir gérer la vie de l'autre et choisir de la rejoindre. Rejoindre la vie de quelqu'un, c'est apporter du lapu-lapu. C'est tenir des nageoires pendant qu'on répare le toit. C'est se lever à 4 heures du matin et regarder la mer qui blanchit. C'est être là. Je suis Marianne May. Je suis née à Cebu City, j'ai étudié la sociologie et j'écris sur les vraies histoires des gens qui cherchent quelque chose d'authentique de l'autre côté du monde. Ces histoires existent. Elles ne ressemblent pas aux images, ce qu'on en fait. Elles ressemblent à des marchés du samedi, à des bocaux de poissons marinés, à un père qui fume sa cigarette dans un bateau avant l'aube. C'est ça, les Philippines. Pas un décor, un endroit. Et les femmes qui y vivent méritent des hommes qui le savent. Merci. Une dernière chose, parce que je serais malhonnête si je ne la disais pas. Il y a des hommes qui liront cette histoire et qui reconnaîtront quelque chose en eux-mêmes. Des hommes qui sont partis quelque part, pas forcément aux Philippines, et qui ont rencontré une femme qui les a vus, qui leur a posé des questions auxquelles personne d'autre ne s'intéressait. Qui a fait le café sans qu'ils demandent ou qui a mis de côté ce qu'ils aimaient parce qu'elle savait qu'ils reviendraient. Et ces hommes sont rentrés chez eux et ont pensé à elle pendant des semaines, et puis la vie quotidienne a repris, et l'image s'est estompée, et ils n'ont pas rappelé, pas écrit, pas repris l'avion. Je ne leur reproche pas. Je connais la puissance des habitudes et la gravité du quotidien. Mais je leur dis ceci, si cette femme vous a donné quelque chose de vrai, même pour une semaine, même pour un marché du samedi, elle le mérite d'être revue. Pas par obligation, par respect de ce qui s'est passé. Le Pagma Mahal n'a pas de date d'expiration. La femme qui a mis du poisson de côté pour vous est peut-être encore là, le samedi matin, derrière son comptoir. Peut-être que le bateau part demain matin à 4 heures. Est-ce que vous êtes prêt à vous lever? Je suis Marianne May, et cette question est pour vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je veux aussi vous parler de ce que j'observe depuis 4 ans que j'écris sur ce sujet, non pas pour décourager qui que ce soit, mais pour que la réalité soit complète. Les relations qui durent entre Philippinas et hommes étrangers ont tout un trait commun. L'homme a cessé de traiter les Philippines comme une destination et a commencé à les traiter comme un lieu. La différence est subtile mais fondamentale. Une destination est un endroit où on va pour trouver quelque chose et repartir avec. Un lieu est un endroit où on s'ancre, même partiellement, même temporairement, un endroit où on a des habitudes, des visages connus, une place au marché du samedi où on sait que la vendeuse mettra de côté ce qu'on aime. François est passé de l'un à l'autre. Il est passé de touriste curieux à quelqu'un qui connaît le prénom du pêcheur qui vend à côté de Nena et qui sait que le lapu-lapu du dimanche, c'est meilleur que celui du samedi parce qu'il a eu le temps de nager. Ce passage, de destination à lieu, est ce que les Philippinas attendent pour ouvrir vraiment. Pas une promesse de mariage, pas une carte de séjour, pas une déclaration en bonne et due forme. Juste la preuve, par la répétition, que vous revenez parce que vous voulez être là. C'est une exigence simple. Et c'est souvent celle que les hommes trouvent la plus difficile à tenir. Parce que revenir demande de la constance. Et la constance demande de choisir encore, même quand le premier élan s'est dissipé. C'est ça, l'amour dans la durée, moins un sentiment qu'une décision répétée. Les Philippines vous donnent une chose rare, des femmes qui ont appris dans leur culture que l'amour est une pratique quotidienne, le Pagma Mahal, la décision de chaque jour. Si vous leur apprenez que vous aussi, vous pouvez faire cette décision, revenir, rester présent, voir encore ce que vous aviez commencé à ne plus voir, alors vous aurez quelque chose de réel. Pas parfait, réel. Et le réel dure. Je suis Marianne May de Cebu City. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si vous allez à Dalaguette un samedi matin, cherchez le comptoir de poissons. Posez des questions sérieuses sur le kinilo. Et si quelqu'un met du lapu-lapu de côté pour la semaine suivante, c'est le signe que vous êtes au bon endroit. À bientôt. Maribel m'a envoyé une photo il y a quelques semaines. Elle avait trouvé le local pour son commerce à Samar, une petite boutique au rez-de-chaussée d'une maison, avec une fenêtre sur la rue et une vue sur la mer au fond. Elle l'avait repeinte en blanc et bleu. Elle avait écrit dessous « Ça a pris du temps ». Mais c'est exactement comme je l'avais dessiné dans ma tête. C'est ça, Maribel. Quelqu'un qui voit la fin avant que tout le monde comprenne qu'il y a un chemin. Patricia défend sa thèse en septembre. Elle m'a envoyé l'abstract, 52 pages sur les réseaux de microcrédit informels au Visaya. Elle m'a dit qu'elle avait remercié François dans les remerciements pour les conversations sur la sociologie des institutions. Elle a ajouté « Il m'a appris que l'expérience est une forme de connaissance que les livres ne remplacent pas. » Et Nena m'a envoyé une seule ligne, il y a 3 jours. Elle m'a dit « François revient samedi. J'ai fait de l'adobo. C'est tout. Pas besoin de plus. » Parce que l'adobo qui attend depuis la veille, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'amour. Je suis Marianne May. Merci.